Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, j'y suis très sensible et merci d'être venu. Il paraît qu'il fait froid, il paraît que les intempéries, il paraît que les débuts de semaine, il paraît que les milieux de mois, il paraît que les jours pairs, etc. Bon, vous avez bravé tout ça, eh bien, j'y suis extrêmement sensible. Alors, le sujet peut paraître ardu ou abstrait. Les territoires, la fin des territoires, le principe de territorialité. Et pourtant, je crois que nous sommes là face à du profondément humain, face aussi à des réalités tout à fait quotidiennes, face à des espoirs et face à des peurs. Pourquoi ? Parce que lorsque les journaux télévisés daignent parler de ce qui se passe dans le monde et vont un tout petit peu plus loin que les faits divers qui passionnent, semble-t-il, le milieu journalistique, vous apercevez qu'on meurt encore, et on meurt beaucoup, pour des territoires qu'on n'a pas et qu'on veut retrouver, pour des territoires que l'on a peur de perdre, pour des territoires qu'on revendique, pour des territoires auxquels on se dit profondément attaché par les mystères du lignage, par la vision que l'on a de l'histoire, par toute une série de facteurs affectifs qui, généralement, conduisent à des horreurs. Les horreurs, c'est la mort, mais c'est aussi les déportations, ce terme affreux de nettoyage ethnique, de purification ethnique, de génocide. Donc vous voyez, le sujet est peut-être douloureux, il est peut-être noir, il est peut-être sombre, mais il n'est pas abstrait. Il n'est pas abstrait et la raison d'être de cette conférence et de ce débat, de cette discussion que j'espère nous aurons ensemble à l'issue de ma présentation, c'est que ce sujet est contradictoire. Il est contradictoire parce que tout pourrait, d'une part, porter à l'idée que les territoires c'est fini, parce qu'on est à l'âge du satellite, parce qu'on est à l'âge d'Internet, parce qu'on est à l'âge de la grande vitesse, parce qu'on est à l'âge de la mobilité généralisée. Tout ça, on va le voir là dans un instant dans ma conférence. Et pourtant, on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, à travers ce cortège de morts, de suppliciés, de déportés, on a l'impression que le territoire, son petit bout de territoire, ça continue à compter, ça continue à mobiliser. Alors, comment dénouer tout ça ? Comment faire la part de cette contradiction ? J'ai écrit un livre publié en 1995, donc il y a maintenant 23 ans. J'avais pourtant déjà un certain âge à l'époque, donc c'est pour ça que ça me fait peur, qui s'appelait « La fin des territoires ». Alors, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est l'éditeur, ça va bien se vendre. Dubadi, ça se vend pas, mais la fin des territoires, ça sonne aux oreilles. Mais qu'est-ce que je me suis fait engueuler quand j'ai sorti ce livre, notamment par mes collègues géographes, qui considéraient que c'était une agression, la fin des territoires, ils vont tous se retrouver au chômage. Mais non, la fin du territoire, ce n'est pas la fin de l'espace. La fin des territoires, c'est pas la fin de la localisation dans le monde. Au contraire, la fin des territoires, c'est l'âge d'or pour les géographes qui vont démêler les chevaux que je vous présentais tout à l'heure. Je continue à penser que on n'assiste peut-être pas à la fin des territoires, mais certainement à la fin du principe de territorialité. Mais tout ceci, dans un va-et-vient, au milieu d'une série de contradictions que, si vous voulez bien, on va examiner ensemble. C'est là le but de mon propos. Alors, il faut partir comme toujours, quand on fait des sciences sociales, qu'elles soient sociologie, sciences politiques, démographie, anthropologie, il faut toujours partir de l'histoire.
vous savez, il n'y a pas de faits sociaux qui ne soient historiques. Sauf à avoir la foi du charbonnier, il faut bien admettre que tout ce qui est sur cette terre a été créé, a été transformé. Donc le territoire, ça vient de quelque part. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné, pardon si je vous choque. Ce n'est pas une invention divine qui serait en quelque sorte collée à l'histoire de l'humanité. Non, le territoire, dont je vais tout à l'heure vous donner une définition précise, mais c'est une invention, l'invention territoriale, un construit social, comme on dit en termes plus châtiés, qui est apparu dans notre histoire européenne quelque part à la fin du Moyen-Âge. Oh, avant, il y avait des territoires, bien entendu, c'est à nouveau la même rengaine. Mais le territoire, au sens moderne du terme, est apparu à la fin du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au sens moderne du terme? Alors, j'ai été très intéressé de voir que notre nouveau président de la République avait créé un ministère de l'égalité des territoires. Ça s'appelle un truc, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Voilà. Mais derrière l'idée de territoire, il y a une idée très politique. Et une idée très politique qui consiste à penser le territoire comme étant un moyen de contrôler, organiser, gouverner une communauté humaine. C'est ça qui fait l'originalité du territoire moderne. C'est un instrument de contrôle et de gouvernement. Vous allez voir comment tout ceci va s'organiser. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire cette définition éminemment à la cohésion des territoires. Ministère à la cohésion des territoires, c'est encore plus drôle. Bon. Et vous allez voir comment ce territoire a été inventé dans sa contexture politique, et vous allez voir comment c'est cette contexture politique qui continue à animer la notion de territoire. Alors imaginez la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge se caractérisait par une crise très profonde, qui était la crise de l'autorité seigneuriale, de l'autorité des seigneurs. Les seigneurs, à l'époque féodale, c'était des autorités un peu spéciales. C'était des autorités qui cumulaient en même temps des fonctions politiques, ils administraient leur fief, économiques, ils en organisaient la production, sociale, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient la structure sociale, l'organisation sociale des populations placées. Justice, vous dites, madame? Eh bien, bien sûr, entendu. Et tout ceci créant quelque chose d'extrêmement original dans l'histoire de l'humanité, qui était une fragmentation spatiale tout à fait étonnante. C'est-à-dire que la société féodale était une société découpée, atomisée, fragmentée, parce que le seigneur était à la tête de son fief, mais le seigneur lui-même pouvait être le vassal d'un suzerain qui contrôlait du coup un espace plus grand, et lequel suzerain était lui-même le vassal d'un autre suzerain, puis on remontait ainsi jusqu'au roi de France. Et on ne s'arrêtait pas là, car le roi de France avait au-dessus de lui l'empereur, le saint-empereur romain germanique. Vous savez qu'il avait le droit notamment de célébrer les matines. Alors quand il venait en visite officielle en France, le roi était comme ça, et l'empereur célébrait les matines, ça lui donnait une supériorité. Et puis il y avait encore au-dessus le pape qui était le tuteur de tout ce monde. Et donc il n'y avait pas de territorialité. Vous voyez, c'est déjà une première station dans ma démonstration. Il n'y avait pas de territorialité parce que la spatialisation était variable et les découpages étaient extraordinairement complexes. Et tout ceci, nous sommes au XIIIe, XIVe, XVe, tout ceci dans un contexte de transformation économique et sociale profonde. Pourquoi? Eh bien parce que les révolutions techniques aidant, le commerce se développait, les océans étaient en train de s'ouvrir, les circuits marchands se mettaient en place, et les circuits marchands, ils n'arrivaient pas
à s'insérer dans le jeu féodal, parce qu'il y avait trop de frontières, de barrières, de séparation, de fragmentation, de régimes différents, de gabelles et de taxes de toutes sortes à acquitter. Et puis, parce que la société féodale, c'était une société essentiellement rurale, alors le commerce aidant, il poussait entre les espaces ruraux, dans leurs interstices, des villes. Alors, à qui étaient ces villes? Est-ce que ces villes étaient vassales du seigneur? Non, le bourgeois des villes ne voulait pas, il voulait son autonomie, donc ces villes avaient leur franchise. Alors c'était l'anarchie, parce qu'au milieu de toute cette marqueterie féodale, il y avait plein de villes qui avaient leur propre autonomie. Et la politique des rois, mais ceci est vrai en France, mais l'a été très vite également en Espagne, l'a été très vite aussi en Angleterre, même si l'Angleterre était un pays infiniment moins féodalisé, la politique des rois, c'était, comme toujours, d'en tirer profit de cette crise, en inventant, alors voilà le gros morceau qui arrive, en inventant une nouvelle géométrie politique. C'est-à-dire une territorialité ni trop grande, ni trop vaste, parce qu'elle n'était pas contrôlable et gouvernable, ni trop petite, parce qu'elle hachait et donc empêchait la circulation commerciale et marchande. Donc on a inventé l'unité territoriale qui allait peu à peu être le fondement de l'État, et très vite derrière l'État, parce qu'il fallait donner sens à cette communauté de gens qui étaient soumis à l'autorité du même État, et bien de la nation. Et on a ainsi, peu à peu, inventé le territoire national. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas extraordinaire. Mais si, c'est extraordinaire. Vous dites, c'est pas extraordinaire parce que vous êtes né après. Mais à l'époque, lorsque le Pujadas de l'époque exposait ces transformations, c'était révolutionnaire, car on n'avait jamais connu cette territorialité moyenne et équilibrée. Regardez, qu'est-ce qui existait avant? Je vous ai parlé de la société féodale, c'était tout à fait autre chose. Mais les empires, c'était tout à fait différent. Les empires avaient ceci de caractéristique, que c'était de très vastes espaces, mais que c'était des espaces non clos. C'est-à-dire que le propre de l'empire, c'est de ne pas avoir de frontières. L'empire a des marges, ou des marches, ou des limes. Limes, c'est du latin. C'est-à-dire des zones floues qui, en quelque sorte, marquent leur environnement et qui ne se conjuguent pas avec la notion que nous avons du frontière, du douanier, du garde-barrière, etc. L'Empire était destiné à rayonner, à s'étendre et à s'universaliser, tel l'Empire romain, tel les empires musulmans, tel l'Empire chinois, tel l'Empire tsariste, tel l'Empire russe, qui était à l'époque la troisième Rome, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette vision d'expansion. Alors, il y avait la cité féodale, c'était un truc, il y avait l'Empire, c'était tout à fait différent, il y avait les cités grecques, Athènes, Sparte, et puis les cités médiévales, les villes hanséatiques, ou les cités qui vont peu à peu constituer l'Italie, qui était comme étouffée déjà par la souveraineté pontificale. Et les cités, ce n'était pas de la territorialité, c'était un groupement de familles qui se réunissaient sans que le territoire ne joue véritablement un rôle quelconque. D'ailleurs, l'exiguïté était telle qu'on ne pouvait pas parler de territorialité. Et lorsque les Athéniens avaient besoin de s'élargir, se répandre, eh ben, ils créaient des colonies en Sicile, ils ne pouvaient en aucun cas le faire aux dépens de leurs voisins. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, nous voyons s'inventer le territoire moderne. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Premièrement, il est d'une taille intermédiaire que l'ordre politique n'avait jamais connue auparavant, ni trop grand ni trop petit. Deuxièmement, et c'est ça qui est le plus élément, et le plus nouveau, deuxièmement, il est doté de frontières, c'est-à-dire ces lignes tirées comme au millimètre
qui sépare une territorialité d'une autre, un territoire d'un autre. Et puis, troisièmement, et ça c'est vraiment le grand miracle qui donne naissance à l'État-nation, il est attributif de compétences politiques. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur d'un territoire est de la compétence exclusive de celui qui gouverne, et tout ce qui se passe à l'extérieur du territoire échappe totalement à la compétence de l'État qui gouverne. Ça, c'est notre grammaire politique ordinaire. À l'époque, c'était révolutionnaire. Dans le système féodal, c'était impossible. Sur le même fief, il y avait, je vous le disais tout à l'heure, une quinzaine d'autorités qui pouvaient s'exercer. Dans le modèle impérial, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de frontières. Et l'empereur chinois qui recevait un mandat du ciel, il avait en fait juridiction sur l'humanité tout entière. On sait qu'un marin chinois qui, au nom de l'empereur, débarquait à Ceylan, il y a de très beaux et très célèbres récits là-dessus, plantait le fanion de son empereur et considérait que les personnes qu'il rencontrait étaient naturellement le sujet de cet empereur. Là, on voit tout d'un coup cette nouvelle géographie, géométrie politique, c'est-à-dire des territoires clairement séparés, attributifs de souveraineté, et qui se juxtaposaient pour faire ces beaux puzzles de l'Europe, vous savez, auxquels on jouait dans notre enfance. Alors, l'idée a été remarquable, elle a créé notre droit public. Le droit public ne parvient à définir l'État que par référence à sa compétence territoriale, c'est donc du sérieux. Elle a construit la sociologie. Le grand sociologue allemand Max Weber, lorsqu'il définit l'État, parle de ce groupement politique de domination qui a le monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. Seulement, peut-être vous posez-vous une question, qui est la seule grande question qui vaille en sciences politiques. À partir du moment où on a inventé cette nouvelle géométrie politique, où les ordres politiques sont territorialisés et juxtaposés, qui va faire fonctionner l'ensemble ? Dans un système féodal, c'était le suzerain des suzerains, le roi, l'empereur, le pape. Dans l'Empire, c'est l'empereur. Dans la cité, c'est les curiales. Dans ce nouveau monde de juxtaposition de territoires souverains. Alors, j'ai passé un coup de fil, figurez-vous, à M. de la Palisse pour lui en parler. Je lui ai dit, mais si ce nouvel ordre politique est une juxtaposition de souveraineté, et si chacun des États est souverain, les États ne vont obéir à personne. Ah, il m'a dit ça, c'est une belle lapalissade. Et effectivement, ça, c'est, vous tenez là le grand mystère de la politique moderne. C'est-à-dire un ordre international fait d'une juxtaposition de souveraineté, et à partir du moment où il y a une juxtaposition de souveraineté, il n'y a personne pour faire fonctionner l'ensemble. Alors, savez-vous ce qui se passe quand il n'y a personne pour faire fonctionner l'ensemble ? Eh bien, les unités composantes, elles sont en compétition incessante. Elles n'arrêtent pas de concourir. C'est la compétition permanente. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans une compétition permanente qui n'est réglée par personne ? Où il n'y a personne pour régler la circulation et la compétition, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben voilà ! C'est terrible, mais cet ordre que je viens de vous décrire aboutit à faire de la guerre l'état banal des relations internationales. Ce qui n'était pas possible dans l'ordre féodal, car le suzerain rendait son arbitrage. Ce qui n'était pas possible dans l'ordre impérial, c'est l'empereur et l'empereur seul. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la guerre, mais c'est lui qui décidait de la guerre. Mais dans ce système interétatique qui se met en place par juxtaposition de territoires, eh bien, il n'y a personne pour régler la compétition et chacun des États peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Un Trump, un Poutine, un Erdogan, et il n'y a personne pour régler la circulation. Bon. Alors, ça, c'est ce que depuis, ça fait un moment, hein, moi j'étais pas né à l'époque, c'était dans, 15e, 16e siècle, 17e siècle, ce qu'on a appelé le principe de territorialité.
Alors on le met sur la table, on n'y touche pas, on va revenir vers lui tout à l'heure. Tout ça, ça a fonctionné pendant des siècles et des siècles à l'intérieur de l'espace européen, parce que le reste, on ne s'en occupait pas. Ça a donné naissance progressivement, au fil des siècles, au droit international public, à la grande histoire diplomatique européenne, aux grands traités qu'on apprenait encore, ceux de ma génération, au lycée, c'est-à-dire la fameuse paix de Westphalie 1648, qui a ordonné le système européen, qui du coup est appelé dans notre jargon un système westphalien, puis ça a donné le siècle des nationalités, le 19e siècle, ça a donné les deux guerres mondiales, la première et la seconde, ça a donné la guerre froide. Et puis, à partir de 1989, tout ça s'écroule. C'est ça la fin des territoires. Alors, pourquoi ça s'écroule ? Ça va être mon deuxième point. Après, il y en a un troisième, puis vous serez libérés. Pourquoi ça s'écroule ? 6 facteurs, pas moins de 6 facteurs, viennent remettre en cause ce bel ordre. Ce bel ordre qui a gouverné l'Europe, le temps que je vous décrivais, qui a eu énormément de mal à s'universaliser. Pourquoi ? Parce que quand l'Europe découvrait un ailleurs, il n'était pas question de l'intégrer dans ce système, on le dominait l'ailleurs. On a dominé l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, puis après on a dominé l'Afrique, puis après on a, sinon dominé, en tous les cas tutélisé l'Asie sans se poser de questions, et en refusant à ces contrées nouvelles le droit d'accéder au principe de territorialité. Sur le mode, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Eh bien, cet ordre, il a fini quand même par s'universaliser grâce à la décolonisation, grâce à la construction d'un système onusien, mais cet ordre n'a jamais vraiment fonctionné à l'échelle mondiale. Et c'est l'histoire de son échec, de la manière dont il s'est brisé sur le monde, que je vais vous décrire maintenant. Alors, il y a un premier élément qui fait transition avec ce que je viens de vous dire. La première remise en cause de ce principe de territorialité, ça a été les formes impériales et impérialistes qui se sont mises en place à mesure que l'on découvrait les autres continents. C'est-à-dire que la colonisation est contraire au principe de territorialité. C'est la soumission de populations à un État dont la seule véritable territorialité est la territorialité d'origine. C'est-à-dire que le propre de la colonisation, c'est de nier le lien fort que l'on se reconnaissait entre l'homme et son territoire. C'est ainsi qu'est apparue cette notion très dure et tout à fait au centre de l'ordre colonial, qui a été la notion de métropole. La métropole restait le territoire qui incarnait chacun des États qui restaient en compétition, et les espaces colonisés étaient soumis à l'ordre de cette métropole, sans que l'on reconnaisse une véritable territorialité à ces peuples que l'on découvrait et qu'aussitôt on se soumettait. Mais on peut continuer, et c'est intéressant de voir comment, au-delà de la colonisation, cette idée de territorialité a été bousculée par les formes néo-impériales, c'est-à-dire ces formes de domination post-coloniale, ce que l'on appelle dans notre vocabulaire quotidien l'impérialisme. Lorsque les États-Unis ont installé leur puissance, ce n'était plus par recours au support territorial. Et le phénomène s'aggravait par rapport à la colonisation d'origine européenne. La colonisation d'origine européenne niait le principe de territorialité des autres,
mais cependant aller occuper le territoire des autres. Le propre de la vision impériale américaine, c'est de dominer sans occuper. Et on découvrait ainsi une forme de domination qui transcendait déjà le principe de territorialité. La deuxième remise en cause de ce principe de territorialité est très concrète. C'est tout ce qui s'est passé à partir de 1945 sous forme de construction régionale, c'est-à-dire l'apparition de grandes régions du monde, qui venaient en quelque sorte dépasser ce qu'était le territoire classique de l'État-nation. À partir de 1945, une réflexion très forte et puissante s'est développée en Europe pour considérer que, effectivement, le principe de territorialité, de juxtaposition et de compétition territoriale avait créé une guerre incessante, ce que l'on appelle maintenant les guerres civiles européennes, qu'il fallait que ça cesse et qu'il fallait donc construire l'Europe. Et c'est très intéressant de voir que c'est justement la guerre, fruit du principe de territorialité, qui va conduire les Européens à remettre en cause la sacro-sainte notion de territoire souverain. Pour qu'on ne fasse plus de façon permanente la guerre à l'intérieur de l'Europe, il faut construire un minimum d'intégration européenne, c'est-à-dire dépasser les territoires souverains. Sauf qu'on s'est embarqué dans une impasse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette communauté européenne, devenue ensuite Union européenne? Est-ce que c'est une addition de territoires souverains? Mais alors, si c'est une addition de territoires souverains, ce n'est pas un territoire. Là aussi, j'ai rappelé M. de la Palisse pour m'en assurer. Si l'Europe, l'Union européenne, c'est une addition de souveraineté, c'est une addition de territoire, donc ce n'est pas un nouvel espace. Ce n'est que le déguisement rhétorique d'une addition de souveraineté maintenue. Alors d'autres disent, mais non, justement, l'Europe, c'est fait pour dépasser la souveraineté des États-nations. Ah bah oui, mais alors c'est pour créer un nouveau territoire souverain. Alors, certains spécialistes de la construction européenne ont inventé un terme fou, pool de souveraineté. Pool, rassurez-vous, P2OL. Pool de souveraineté. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pool de souveraineté? Le propre d'un souverain, c'est qu'il ne se met pas en poule. Eh bien, vous avez à travers cette image toutes les apories de la construction européenne aujourd'hui, et cette incapacité de décider si cette Europe que nous construisons dépasse la souveraineté, à ce moment-là, elle chamboule le principe de territorialité, ou si elle ne fait que additionner des territoires souverains, mais dans ce cas-là, elle ne change pas grand-chose au film. Une impasse remarquable, dont nous ne sommes pas les seuls porteurs, parce que bien d'autres morceaux de notre planète se sont livrés à la même dynamique. L'Europe a commencé, mais après l'Europe, vous avez eu la même chose en Amérique latine, à travers des formes d'intégration qui se sont développées et qui ont abouti, dans la dernière décennie du siècle précédent, à l'invention d'un Mercosur qui a une ambition d'intégration presque équivalente à celle de l'Union européenne. Et puis vous avez en Afrique quantité d'intégrations régionales, la SADC, les pays d'Afrique australe, vous avez la CEDEAO, ceux de l'Afrique occidentale, vous avez la CEEAC, qui est l'Afrique orientale. Moins bien marché, moins convaincant, vous avez la Ligue arabe dans le monde arabe, puis vous avez l'ASEAN en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que c'est une mode aussi, en ce moment, de regrouper des États, mais avec chaque fois l'incapacité de définir ce qu'est véritablement ce produit. Donc nous sommes là face à une deuxième impasse et remise en cause grave et forte du principe de territorialité. Puis il y en a une troisième, qui est plus prosaïque, et que je commençais à présenter tout à l'heure. C'est la territorialité bousculée par l'invention technologique. Autrefois, un territoire, ça se respectait parce que personne n'était capable de le maîtriser ni de le dominer. Il fallait, comme dirait Fernand Reynaud, grand sociologue de l'Éternel, un certain temps pour aller à la sous-préfecture, à la préfecture et à la capitale.
Il fallait énormément de violence pour contourner ce que le même Fernand Reynaud appelait le douanier. Vous vous rappelez l'histoire du douanier? Bon, le douanier n'était pas violable dans nos sociétés, dans celles de nos parents ou de nos grands-parents. Aujourd'hui, à quoi sert une frontière? On en parlait tout à l'heure. Dans une seule journée, j'échange une centaine de mails avec des collègues étrangers. Il n'y a pas de douanier pour regarder ce que nous échangeons. Les sons, les images, les idées circulent. Les imaginaires se mondialisent. Nous avons le spectacle permanent du monde sous nos yeux. Vous savez, en 1976, certains d'entre vous existaient déjà à ce moment-là, en 1976, j'avais déjà une situation, en 1976, le délégué soviétique monte à la tribune de la conférence spéciale de l'UNESCO qui se tenait à Nairobi. Et sans plaisanter, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, un délégué soviétique, ça plaisantait rarement, proposait à l'Assemblée de l'UNESCO de voter une résolution interdisant aux ondes de franchir les frontières. Les gens ont réagi comme vous, madame. Ils se sont marrés. Et à travers cette rigolade, on perçoit que notre monde a dépassé ce temps de la territorialité. Les images, les sons, les signes vont beaucoup plus vite aujourd'hui que les frontières ne peuvent les arrêter. Alors, que vaut une frontière dans cette technique nouvelle? Que vaut la frontière face aux satellites? Que vaut la frontière face à Internet? Que vaut la frontière face au téléphone portable? Que vaut la frontière face au progrès dans la rapidité et la densité de la communication? Vous savez, quand en 1988, on a doté les deux rives de l'Atlantique, on a relié les deux fibres, les deux... Ah, vos téléphones portables doivent être à présent éteints, et c'est jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. Voilà, fermez-le. Regarde, lisez pas surtout. Hein. Vous fermez, vous fermez. Vous appuyez sur le bouton fermer, ça ferme. Voilà. Bon. Lorsqu'on a installé le câble à fibre optique pour relier les deux rives de l'Atlantique, nous sommes en 1988, savez-vous par combien ce câble à fibre optique a multiplié les possibilités de communication entre les deux rives de l'Atlantique? Par 480 000. C'est-à-dire pour une communication autrefois, 480 000 était possible. C'est-à-dire que la communication a vaincu la distance. Et ça, c'est un événement considérable. C'est que nous avons le privilège d'appartenir à une génération qui a assisté en direct à la mort de la distance. La distance est vaincue par le signe et par la capacité technologique de porter le signe. Et ceci est quelque chose d'extrêmement fort, parce que se pose la question, peut-on être souverain quand on ne maîtrise plus le signe? Vous avez 4 heures pour traiter le sujet. Et c'est effectivement l'un des enjeux majeurs de notre monde. Et c'est un enjeu tellement majeur que les acteurs politiques sont orphelins. Ils ont perdu la tutelle qui leur donnait l'autorité, la tutelle de la distance. La distance était leur force, parce que eux, les gouvernants, pouvaient vaincre, avaient les moyens de vaincre la distance, alors que les gouvernés n'en avaient pas le moyen. Maintenant, les gouvernés et les gouvernants sont à égalité. Et on peut, grâce à Internet ou grâce au téléphone, passer des ordres de vente, passer des ordres d'échange, passer des messages, passer toute une série de signes qui, en quelque sorte, enlèvent à la souveraineté ses privilèges d'autrefois. Puis il y a un quatrième facteur, alors encore plus gros, c'est que, à mesure qu'on s'éloignait de 1945, qu'on parcourait les années 50, les années 60, pas encore très net, mais surtout les années 70, qui ont été révolutionnaires de ce point de vue-là, est apparu un phénomène extraordinaire, qui est la mondialisation. Alors la mondialisation, tout le monde en parle. Il y a même des gens qui sont pour la démondialisation. Ça m'a toujours amusé, la démondialisation.
Le jour où on a inventé la brouette, il y avait des partisans de la débrouettisation. On se disait c'est dangereux ce truc-là. La mondialisation, c'est un fait du monde actuel. Il faut savoir la dominer, la maîtriser, la contrôler, mais pas lui trancher la tête. C'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Alors je dis pour nos jeunes amis qui sont là, vous savez, nous à l'université, on a un truc. Quand on veut coller un étudiant parce que sa tête ne revient pas, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on s'est engueulé avec son épouse le matin, eh bien, vous posez comme sujet qu'est-ce que la mondialisation, et là, vous pouvez être sûr que ça va être le bide complet. C'est normal, personne ne sait définir la mondialisation. En sciences sociales, aujourd'hui, il n'y a pas de définition consensuelle de la mondialisation. En revanche, si on ne sait pas définir ce qu'est la mondialisation, on en connaît les symptômes. C'est toujours la même chose. Ce que vous dit un médecin, quand on ne connaît pas une maladie, eh bien, on peut au moins la décrire à travers ses symptômes. Et qu'est-ce que c'est, les symptômes de la mondialisation? C'est trois choses. C'est l'inclusion, l'interdépendance et la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis Adam et Ève, c'est loin, Adam et Ève, ils n'étaient pas nés, pour le coup. Pour la première fois depuis Adam et Ève, toute l'humanité est réunie sur une seule et même scène, sauf les Palestiniens. Bon. Mais tout le reste de l'humanité se trouve effectivement réuni sur une seule et même scène. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire. Quand je vous parlais de la période westphalienne de l'Europe, système international, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire système européen. Les rois d'Europe, qui se faisaient concurrence et compétition, ne géraient que l'espace européen. Le reste, c'était les terrae incognite. Aujourd'hui, pour la première fois, un seul monde. Et quand vous dites un seul monde, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que vous découvrez, à travers l'unité enfin accomplie du monde, l'extraordinaire inégalité qui caractérise celui-ci. Quand le système international était européen, il n'y avait pas énormément de différence entre les Européens, ni sur un plan économique, ni sur un plan social, ni sur un plan religieux, ni sur un plan culturel, ni sur un plan linguistique. Tout le monde parlait français. Aujourd'hui, entre un Malawite, habitant du Malawi, PIB par habitant et par an $300, et un Norvégien, PIB par habitant et par an $100 000, la différence est absolument énorme. La différence est absolument énorme et ça veut dire que nous sommes dans un monde où les enjeux sociaux sont plus graves que les enjeux stratégiques. Et qu'aujourd'hui, la faim dans le monde, qui fait entre 6 et 9 millions de morts par an, infiniment plus que le terrorisme, est un événement, une menace sur la sécurité du monde autrement plus importante que la bombinette nord-coréenne. Et ça, personne n'en parle. Et du coup, vous comprenez comment la politique mondiale se déplace de la prise en compte compétitive dont je vous parlais tout à l'heure, qui devient secondaire, par rapport à la réalité inclusive, c'est-à-dire une même humanité marquée, frappée de tant de différences. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'à ce moment-là, le territoire ne fait plus sens. Et il ne fait plus sens pour la deuxième raison, le deuxième symptôme que je vous présente, l'interdépendance. Nous sommes dans un monde, avec la mondialisation, tout le monde dépend de tout le monde. Et réciproquement. C'est-à-dire que le faible dépend du fort, ça c'est pas nouveau, mais de plus en plus, et ça c'est très nouveau, le fort dépend du faible. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la puissance mise en échec partout. Vous avez remarqué que les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945 ? Ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait exact, parce qu'ils ont gagné la guerre contre l'île de Grenade en 1983. Ils ont quand même battu, avec la moitié des dépenses militaires mondiales, une armée de 89 hommes. Il faut être honnête, il faut reconnaître la réalité. Bon. Et ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que la faiblesse, aujourd'hui, fait plus l'agenda international que la puissance. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement déstabilisant. Et c'est en tous les cas quelque chose qui montre que les logiques territoriales ne font plus sens. C'est-à-dire ma survie, ma sécurité, dépend de ce qui se passe dans un espace extraordinairement lointain, distant, dont je suis séparé. Le territoire ne crée plus les enjeux. C'est au contraire l'interdépendance entre les territoires qui fait les enjeux internationaux. Puis troisièmement,
que ça plaise ou ça ne plaise pas, avec la mondialisation, on entre dans la mobilité. On entre dans la mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, le migrant est l'avenir du monde. Le monde appartiendra aux migrants. C'est-à-dire que le jeu normal dans la mondialisation, c'est de bouger. Alors, ça ne provoque pas des transformations énormes. Je ferai remarquer que les migrants, il y a 50 ans, c'était 2% de la population mondiale, aujourd'hui c'est 3%. Alors évidemment, entre-temps, la population mondiale a doublé, c'est sûr, mais 3%, c'est rien du tout. Et nous en faisons toute une affaire et toute une aventure. C'est que nous ne comprenons pas que nous sommes dans un monde où les dynamiques sociales viennent de la mobilité et non plus de la territorialité. Et que franchir des frontières, passer d'un territoire à l'autre, devient de plus en plus une banalité qui pourrait, à la rigueur, mais le contexte est tellement différent, nous faire penser à ce qui se passait avant l'ordre étatique, du temps où les populations étaient en déplacement incessant, partout dans le monde. Et puis il y a un cinquième facteur. Le cinquième facteur, c'est qu'avec cette mondialisation, on voit renaître des traditions que l'on croyait archaïques, mais dont on voit la vitalité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit maintenant, en élargissant le système international à des espaces extra-européens, que vivent dans ces espaces extra-européens des populations pour qui territorialité ne veut rien dire. Les cultures nomadiques récusent la notion de territoire. Dans la culture nomadique, votre identité se construit à travers votre propre mobilité. Et votre espace, c'est l'espace où vous vous installez vos bêtes, où vous installez vos tentes, où vous décidez de séjourner. Donc l'espace redevient mobile, il n'est plus fixe. Et que veut dire pour un Touareg la frontière qui sépare le Mali du Niger? Et que veut dire pour un Touareg la frontière qui sépare l'Algérie du Mali ou l'Algérie du Niger ou la Libye du Niger ou la Libye de l'Algérie, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est au centre notamment des conflits sahéliens actuels, où viennent se heurter une conception naïve occidentale de la territorialité, sur laquelle se calquent les stratégies militaires de nos corps expéditionnaires, et une réalité sociale locale qui se caractérise au contraire par une totale extériorité par rapport au principe de territorialité. Nous sommes dans un système international où il faut gérer la foi intégrale et intégriste de la moitié du monde dans le principe sacro-saint de la territorialité et une vision relativisée de celle-ci dans l'autre moitié de la population mondiale, parce qu'il n'y a pas que les populations nomadiques, les populations de culture impériale. En Chine, le principe de territorialité est un principe qui est très difficile à articuler, parce que la Chine, dans son rayonnement impérial, considère que le Tibet, le Xinjiang, mais au-delà même de ses frontières officielles, la Corée, la Mandchourie, la Mongolie appartient à son monde rayonnant. Sixième et dernier facteur, c'est effectivement l'étonnante transformation de la guerre. La guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, avant que ne sonne votre téléphone, vous l'avez dit très, très clairement, la guerre, c'était le jeu normal de la compétition entre États-nations territorialisées. Ben, la guerre, aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Et la grande caractéristique des formes nouvelles de conflictualité auxquelles nous assistons aujourd'hui, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, c'est sa déterritorialisation complète. Ça veut dire quoi, la déterritorialisation? Ça veut dire deux choses, peut-être trois. Ça veut dire d'abord que le champ de bataille se développe hors de compétition territoriale claire. AQMI au Sahel et tous les autres entrepreneurs de violence
ne se réfèrent pas à une territorialité qui les contraindrait. Au contraire, naviguent de la Libye au Mali, au Burkina Faso, etc. Mais deuxièmement, ça veut dire que la territorialité est devenue un principe accessoire de la guerre. Chose absolument extraordinaire, nous avons considéré que l'État islamique, Daesh, était un État territorialisé. On a considéré que un territoire, un nouvel État s'était constitué et qu'il allait être vaincu à partir du moment où ses troupes seraient chassées de ce territoire. Le président de la République, pour lequel j'ai énormément de respect puisque je suis un fonctionnaire statutaire et donc hiérarchiquement subordonné, a eu cette phrase extraordinaire « Nous allons gagner la guerre contre Daesh qui sera définitivement vaincu le 15 février ». Alors pourquoi le 15 février ? Il a dû voir ça dans son horoscope, parce que je ne vois pas à quoi ça correspond. D'ailleurs, on s'en approche du 15 février et plus personne ne parle de cette date fatidique. Mais croyez-vous qu'à partir du moment où Daesh est chassé de ce pseudo-territoire qu'il occupait, Daesh est terminé ? Mais Daesh, ça repousse partout. Et c'est ça qui est tragique. Et j'en viens à ma troisième remise en cause du principe de territorialité dans la nouvelle conflictualité, c'est que les guerres aujourd'hui sont des guerres rhizomes. C'est-à-dire, il y a un conflit au nord de la Mésopotamie, et on le voit ressortir soudain à Molenbeek, à Paris, mais aussi à Istanbul, à Amman, à Karachi, à Lagos. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que les guerres ont muté aujourd'hui. De ces guerres de compétition de puissance, de ces guerres d'affrontement de territoire, ces guerres intimement liées au principe de territorialité, les guerres ont maintenant une identité sociale. Ça se passe dans les sociétés et non plus par le truchement des États. Les guerres, autrefois, c'était des tournois entre États. D'ailleurs, les rois européens, qui étaient tous cousins, s'amusaient follement à se faire la guerre entre eux, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, ce ne sont plus des guerres interétatiques. Les États ne jouent plus le rôle central dans ces conflits. Ce sont des conflits liés à la dégénérescence des sociétés, liés à des pathologies sociales. Et ces pathologies sociales font fi des territoires, qui souvent n'ont aucun sens dans la tête de ceux qui entreprennent ces guerres. Alors, tout ceci, mesdames et messieurs, nous place face à un monde tout à fait nouveau dont on pourrait croire, à entendre ce que je vous ai proposé, qu'il abolit définitivement le territoire. Ben non. Et je termine là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ce qui est en train de périr dans notre histoire contemporaine, c'est le principe de territorialité. C'est-à-dire ce bel agencement, cette grammaire politique qui mettait le territoire, la frontière, la compétence territoriale au centre de l'ordre politique. Ça n'existe pratiquement plus. Ça n'existe pratiquement plus, mais nous sommes gênés par trois régénérescences que je vais aborder en fin de cette conférence. La première régénérescence, c'est ce que j'appellerais les vendanges tardives, c'est-à-dire ces revendications territoriales liées à un passé qui n'est pas encore assumé. La décolonisation n'est pas terminée. Donc la vieille acception de l'émancipation des territoires n'est pas totalement périmée. Pour un Palestinien qui a été dépossédé de ses territoires, la reconquête territoriale fait sens. Ce Palestinien qui avait sa petite oliveraie, sa petite plantation d'oliviers qui en a été chassée, qui avait sa maison qui a été détruite ou occupée, il n'a qu'un rêve, c'est de la récupérer. Et là, nous sommes dans la vieille grammaire territoriale de nos ancêtres et de nos aïeux. On est dans une logique westphalienne parce qu'elle ne s'est pas encore accomplie. Et les populations kurdes qui se sont toujours senties dominées n'ont qu'un rêve, c'est d'avoir leur territoire à eux. Et puis les Catalans, et puis les Écossais.
et puis à force de les humilier, peut-être un jour les Corses. Mais oui, peut-être les Bretons, mais ce n'est pas à moi en décider, c'est à eux. C'est-à-dire qu'ils restent toujours dans l'imaginaire de ceux qui sont dominés, qui se sentent privés et frustrés, le rêve territorial qui n'est pas aboli. Vous savez, l'histoire, ce ne sont pas des séquences séparées, ce sont souvent des séquences qui se chevauchent, et qu'au moment où on est dans la post-territorialité, certains en sont encore à réclamer le territoire qu'ils n'ont jamais eu. Alors ça, c'est une première exception à la dynamique que je décrivais tout à l'heure. C'est ce que j'appelle ce nationalisme territorial, qui est un nationalisme de sortie de la domination. Je n'en suis pas encore arrivé au post-territorial, laissez-moi passer par la case de la territorialité avant que je ne la dépasse moi-même. Deuxième renaissance de la territorialité, c'est ce que j'appellerais la territorialité de protection. C'est-à-dire, vous avez une valorisation du territoire d'une autre nature, mais tout aussi forte et tout aussi bruyante chez les peuples qui ont été décolonisés, qui ont gagné leur indépendance, mais qui sentent qu'ils n'ont pas encore la pleine maîtrise de leur territorialité. Et ceci est vrai de tout État récemment acquis à l'indépendance, et quand vous allez dans des jeunes États qui viennent d'être indépendants, vous êtes frappé de voir à quel point les populations de ces États sont soucieux de maintenir cette territorialité si durement et difficilement acquise. Mais c'est particulièrement spectaculaire chez les émergents. Les puissances émergentes, c'est-à-dire ces puissances qui, jusqu'à maintenant, jouaient en deuxième division et qui aspirent à monter en première division. La Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, avec qui nous traitons, il faut bien le dire, de manière très arrogante, et qui mettent une part essentielle de leur énergie à faire renaître un souverainisme qui paraît archaïque, mais qui est pour eux leur seule chance de pouvoir non seulement exister, mais gagner un statut, et un statut assuré dans le nouvel ordre international. Rien n'est plus attaché à l'intégrité territoriale que le système politique chinois, que le système politique indien, que le système politique turc, que le système politique iranien, c'est-à-dire toutes ces puissances nouvelles qui mettent toute leur énergie dans la conservation et la protection d'un territoire qu'ils sentent encore mal assuré. Et aux Nations Unies, les pays les plus défenseurs du principe de souveraineté et de territorialité, c'est ceux que je viens de nommer, à travers notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, à travers la réfutation du principe d'intervention, d'ingérence humanitaire, tout ce qui remettrait en cause l'ordre territorial tel qu'il est pensé et construit par les autorités de ces pays. Petite anecdote, vous savez que la Chine est un pays qui se distingue des autres grandes puissances par sa discrétion sur l'échiquier international. Et notamment des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est de loin le pays, la puissance qui utilise le moins le droit de veto. Très très peu. Peut-être une douzaine de fois depuis que la Chine est entrée aux Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité. Petit jeu que je vous propose pour que vous preniez un petit peu la parole. Un jour est arrivé devant le Conseil de sécurité un projet de résolution banal. Du coup, les chefs de délégation des grandes puissances n'étaient même pas là, ils ont envoyé un de leurs sous-ordres. Et le sujet, c'était reconduire la mission des Nations Unies en Macédoine. Il n'y a pas de quoi, effectivement,
réveiller M. Pujadas. Et tout d'un coup, au moment de passer au vote, tout le monde dormait. On a dit qui est contre, on a vu le délégué chinois mettre son veto. Reconduction de la mission onusienne en Macédoine. Il dit c'est pas possible, il fait pas attention, ou il croit que la Macédoine est en Asie, ou il y a un truc qui va pas. Et je recommence. Qui est contre? Pourquoi? Ah. Bon. J'ai gagné. Non. Tout simplement parce que la Macédoine, à l'époque, avait reconnu Taïwan. Et qui était une atteinte inadmissible portée au principe d'intégrité territoriale de la Chine. C'est assez extraordinaire. Tout à fait significatif, ce genre de choses. Et nous avons affaire à une véritable reconstruction du concept de souveraineté dans le discours, d'ailleurs qui sont des discours très proches, tenus entre le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, tous ces émergents. Et enfin, je termine là-dessus, il y a une troisième ressucée du principe territorial, alors là, qui nous concerne directement, c'est ce que j'appellerais le nationalisme de repli. Vous avez vu comment, en Europe, la mode est à la construction des murs, des barbelés, des fils de fer, des lois d'exception. À qui veut dénoncer Schengen, parce que Schengen effacerait les frontières intra-européennes. À qui veut construire des barrières infranchissables entre la Hongrie et la Roumanie, enfin je ne vais pas vous faire la lente énumération de tous ces États, Monsieur Trump qui veut aussi, comme vous le savez, un mur entre le Mexique et les États-Unis. C'est une chose absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu un jour, moi je suis diabétique, je n'ai pas le droit aux pâtisseries, mais j'adore les pâtisseries. J'ai vu un énorme gâteau. Et une dame hilare derrière le gâteau, ce qui est normal, derrière un gâteau, on est toujours de bonne humeur. Et il y avait une étiquette plantée en haut du gâteau marquée 50. Eh bien, c'était la ministre danoise de la migration qui fêtait ainsi la 5e mesure anti-immigrés prise par le Royaume de Danemark. Donc, vous voyez, nous sommes dans ce que j'appellerais l'hystérie territorialiste, et l'hystérie territorialiste donne naissance à une grave pathologie, qui est probablement l'épidémie la plus inquiétante dans notre Europe, qui s'appelle l'ethno-nationalisme. L'ethno-nationalisme, qui frappe beaucoup à droite, mais qui frappe aussi à gauche, et qui se caractérise par la peur de la mondialisation, à laquelle on répond par le repli chez soi, donc la redécouverte de son territoire et de ses frontières, le renforcement de son territoire et de ses frontières. Et comme il faut labelliser, légitimer et justifier tout ça, comment fait-on pour légitimer cette réhabilitation des frontières? Eh bien, on découvre effectivement la fonction des racines, c'est-à-dire la distinction suprême entre ceux qui ont des racines et ceux qui n'en ont pas, et à travers cette distinction, la redécouverte de la nature ethnique de la nation qui vient justifier a posteriori la matérialité du territoire et de la frontière. Ce qui a pour effet extraordinairement néfaste de rejeter ceux qui n'ont pas des racines. Je vous signale que moi, j'ai qu'une demi-racine, puisque ma mère est française, mais mon père ne l'était pas. Eh bien, ceux-là sont rejetés quoi? Dans le communautarisme. Quand vous dites une nation se construit à partir des racines et que vous dites moi, je n'ai pas de racines, ça veut dire que vous êtes rejeté à la périphérie et vous êtes rejeté dans l'ordre des communautés. Et ce communautarisme qu'on a ensuite le culot de dénoncer, de vilipender et de stigmatiser. Voilà. C'est la raison pour laquelle c'est une pathologie profonde, forte, dangereuse.
et qui vient en quelque sorte faire renaître un territoire qui était l'inverse de ce qu'il était au départ. Parce que le territoire dont je vous ai parlé au début de ma conférence il y a 55 minutes, c'était un territoire essentiellement politique et conventionnel, qui ne correspondait à aucun fondement culturel. C'était le hasard des rapports de puissance, c'était le destin des victoires ou des défaites militaires, c'était leur résultat politique, c'était le rassemblement sur un territoire ethniquement neutre de populations qui avaient des origines culturelles très diverses. C'est l'origine du droit du sol. Eh bien, c'est exactement cette territorialité-là qui est dénoncée aujourd'hui, et le territoire qu'on nous vend aujourd'hui est l'inverse du territoire d'hier. C'est la raison pour laquelle, oui, véritablement, nous assistons aujourd'hui à la fin des territoires. Je vous remercie. Merci infiniment pour cet immense plaisir. Vraiment, je voudrais vous poser une question. Que faites-vous du principe de territorialité pendant la période communiste pour les pays qui étaient dans le système communiste, qui est devenu le principe de territorialité? Alors, de manière très claire, lorsque s'est constitué le bloc soviétique avec la naissance de la bipolarité, 1947, disons, on a assisté à une renaissance du modèle impérial russe. C'est-à-dire on était dans la continuité de cette vieille grammaire impériale multiséculaire qui a animé la Russie. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comment on est passé d'un temps léniniste qui était un temps internationaliste, qui était négateur, bien entendu, d'un empire tsariste que l'on niait et qu'on voulait renverser, à une découverte instrumentale de la nationalité. Ça a été à partir du congrès de Bakou, au début des années 1920, qui réunissait tous les peuples soumis, une façon de faire la guerre aux peuples, aux pays capitalistes, en essayant de soulever leurs colonies contre eux, au nom du principe de nationalité. Et là, on a vu un Lénine redécouvrir le principe de nationalité au moment où il allait disparaître de la scène. L'idée a été reprise par Staline, qui peu à peu a replacé l'idée de la vieille Russie éternelle au centre de son discours. L'apothéose ayant été ce qu'il appelait lui-même la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, qui n'était plus une guerre anti-impérialiste, mais qui était une guerre de résistance nationale et de réaffirmation de l'entité russe face à l'envahisseur allemand. Et ensuite, on est arrivé à une quatrième étape, qui est celle du glacis soviétique, où un empire a clairement fait face à un autre empire, empire américain, empire soviétique. À partir d'une description impériale en Russie très terrestre, et face à celle-ci, une description, c'est ce que j'ai dit très brièvement tout à l'heure, d'un impérialisme américain qui se voulait métaterrestre, c'est-à-dire reposant non pas sur la territorialité, mais sur la capacité, grâce à l'économie notamment, mais grâce aussi à la technologie, de contrôler le monde sans avoir à l'occuper militairement. C'est d'ailleurs probablement pour ça que l'Ouest a gagné la guerre froide face à l'Est. En tout cas, c'est la thèse de la grande économiste britannique Susan Strange. Mais lorsque se banalisait l'ordre impérial soviétique, quelle a été la doctrine qui donnait sens à tout ça? C'est la fameuse doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée, au nom de laquelle les troupes soviétiques sont intervenues à Berlin, à Budapest, à Varsovie et surtout à Prague. Et cette doctrine de la souveraineté limitée est extrêmement intéressante,
parce qu'elle ne reconnaît de souveraineté qu'au camp socialiste dans sa globalité, c'est-à-dire dans une logique qui est parfaitement impériale. Il n'y a de souveraineté que dans l'Empire soviétique, alors qui était ripolliné, bien sûr, d'idéologie, et pas seulement le référent national qui jouait, sans lequel il n'aurait pas pu d'ailleurs se maintenir comme il l'a fait. C'est en jouant de l'ambiguïté de l'idéologie marxiste et de la réalité nationale impériale que ce système a pu se maintenir. Mais très clairement, nous voyions déjà à l'époque le principe westphalien de territorialité s'effondrer. Il y aurait beaucoup à dire, parce qu'on pourrait même remonter à avant. Toute l'ambiguïté de la Russie tsariste dans le système européen, dit système westphalien, c'est que les Européens de l'Ouest hésitaient à considérer la Russie comme des leurs. Parce que la Russie, c'était un empire, c'était pas un royaume, parce que cet empire était eurasiatique et non européen, vous savez que, par exemple, le tsar a été tenu, la tsarine d'ailleurs, a été tenue à l'écart des grands traités de paix du XVIIIe siècle, notamment du traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans au nom de ça. Et donc la bataille en Russie a toujours été entre occidentalistes et slavophiles. Est-ce qu'on s'aligne totalement sur le système westphalien pour devenir un État-nation russe, ou est-ce qu'on reste un empire? Et lorsque Alexandre II a voulu moderniser en allant vers le modèle occidental, il a eu à faire face aux narodniki, c'est-à-dire justement à ces intellectuels qui disaient « mais non, nous on n'a pas entré dans cette problématique-là, on est un empire, on n'est pas un État-nation ». Et ce problème, M. Poutine ne l'a toujours pas réglé. Est-ce que la Russie d'aujourd'hui, c'est un État-nation ou un empire? Je reviens sur une question que vous avez effleurée, c'est des Kurdes. Supposez que vous ayez affaire à un amphi d'étudiants kurdes, qu'est-ce que vous leur diriez sur leur propos de leurs revendications territoriales? Rassurez-vous, ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à un amphi d'étudiants kurdes. C'est un problème, et vous avez tout à fait raison, monsieur, de mettre le point là où ça fait le doigt, pardon, là où ça fait mal, parce que avec la question kurde, on est au centre de l'aporie. Aporie, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser, s'accomplir, de la question nationale et territoriale. Pourquoi? Si vous prenez en compte la sociologie du peuple kurde, vous verrez un peuple kurde, surtout en Turquie et en Irak, qui sont les deux pays où les Kurdes ont été le plus dominés et niés dans leur identité, un sentiment pérenne de frustration, d'exclusion, de privation de leur accomplissement national. Et c'est la raison pour laquelle c'est en Irak et en Turquie que le nationalisme kurde est le plus accusé et le plus fort. Mais maintenant, et donc personne ne peut nier ça. M. Erdogan peut toujours le nier, mais la réalité le rattrape. Je veux dire, personne ne peut nier cette domination et cette frustration du peuple kurde. Maintenant, l'aspect douloureux de la chose, c'est que si vous regardez une carte des peuplements kurdes au Moyen-Orient, vous vous apercevez premièrement que la plus grande ville kurde au monde, c'est quoi? C'est Istanbul. Exactement. Alors, est-ce que le Kurdistan que l'on créerait aurait Istanbul pour capitale? J'en connais un qui ne serait pas content si j'évoquais même cette éventualité. Ou est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait faire une sorte d'épuration ethnique, c'est-à-dire de mettre tous les Kurdes stambouliotes dans des pullmans, comme me disait un collègue dont je n'ose même pas citer le nom,
À partir du moment où les transferts de population se font proprement, ils sont légitimes, très bien. Est-ce que ce serait ça la solution? Évidemment non. Maintenant, continuons. Regardons la carte du peuplement kurde. Les zones totalement homogènes, c'est-à-dire où il n'y a que des Kurdes, en Turquie, même en Irak, enfin en Irak c'est moins net, n'existe pas. C'est-à-dire que l'histoire fait qu'il n'y a pratiquement jamais de territoire ethniquement pur. Et c'est la raison pour laquelle il est extraordinairement difficile de construire des États-nations à partir d'un référent exclusivement ethnique. C'est la raison pour laquelle la plupart des nations qui ont pu se construire dans la paix l'ont fait sur des critères politiques. Et ce que je dirais, moi, c'est attention, l'extraordinaire danger de territorialiser une ethnie, car évidemment ça crée des résistances extrêmement fortes chez ceux qui ont d'autres projets, mais ça c'est un risque à courir et une cause effectivement à valoriser, mais surtout ça implique inévitablement, et ça on l'a vu en Yougoslavie avec le partage de l'ancienne Yougoslavie, on le voit au Nigeria, on le voit au Soudan et dans quantité d'autres pays, je ne vais pas me lancer dans une énumération, où la réalisation territoriale d'une identité ethnique est extrêmement difficile. Alors, pour compliquer le tout, il faut admettre que face à l'affaiblissement de l'État-nation partout dans le monde, le référent ethnique joue comme substitut et reprend du poil de la bête. Et donc, ce que chacun sait être une matérialisation impossible, devient le rêve auquel de plus en plus s'identifient des populations frustrées et désespérées. C'est la raison pour laquelle l'avenir est plus dans l'imagination d'un ordre politique ouvert à une pluralité identitaire que dans l'épuration et la purification identitaire. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que lorsque l'on passait par les racines, on ne trouvait jamais la bonne porte. Voyez ? Donc, s'il fallait que je leur lance un message, je leur dirais, écoutez, essayez davantage de construire un ordre politique plural dans lequel chacun aurait le droit d'exercer, de pratiquer sa langue, sa religion, ses traditions, et aurait évidemment les mêmes droits que les autres, plutôt que de se lancer dans une fragmentation ethnique qui risque d'être suicidaire pour tout le monde. Et nous donnons l'exemple. C'est-à-dire, ne hurlons pas quand une jeune femme a un morceau de tissu sur la tête. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas le droit de sortir sans voile, c'est celui de mon père, alors que dans le pays de ma mère, elles n'ont pas le droit de sortir avec des voiles. Moi, je suis que pour que dans le pays de ma mère, les femmes qui ont envie de se voiler se voilent, et que dans le pays de mon père, les femmes qui ont envie de se dévoiler se dévoilent. C'est ça le début de la solution. D'un point de vue historique et culturel, est-ce que selon vous la volonté d'un État catalan est légitime? Monsieur, c'est pas à moi en décider. C'est pas à moi en décider, c'est aux Catalans en décider. Moi, je vous ai dit que d'un point de vue de la science politique, il faut faire attention aux constructions politiques qui prétendent se faire uniquement sur des bases identitaires. Mais je ne reconnais à personne le droit de décider à la place des autres de ce qu'ils doivent choisir et souhaiter. Le crime politique de M. Rajoy, c'est le négationnisme, c'est-à-dire ne pas avoir voulu entendre. Peut-être que le crime politique de M. Puigdemont, c'est de ne pas avoir
envisager une solution politique qui permettrait de régler le problème. Mais en fait, ce sont deux négationnismes qui se font face, et c'est ça qui est dangereux. Mais je ne sais pas, moi, les Catalans, ils feront ce que bon leur semble. Et les Corses aussi. Et c'est pas la peine d'aller en Corse avec des moulinets et d'humilier des gens qui ne demandent qu'à être reconnus et entendus. Et plus vous les humiliez, plus ils vont demander à avoir leur partition. Et ça me fait très peur. Vous savez, moi, 45 ans de sociologie et de sciences politiques m'ont appris que la réalité sociale, ça ne se décrète pas. Oui, vous avez fait référence plusieurs fois au modèle westphalien. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots Oui, merci monsieur. Effectivement, précisons. Le système westphalien, c'est le premier système international qui a existé au monde. C'est-à-dire à partir du moment où sont apparus à un endroit de notre planète Terre des États, nations, territorialisés, juxtaposés et souverains, la grande question, c'est de trouver un moyen d'assurer leur coexistence. Et le système westphalien, c'est un système qui a essayé de penser la coexistence et la compétition incessante de ces entités étatiques souveraines. Alors, la pente naturelle est devenue dangereusement la guerre, ce que vous disiez tout à l'heure, et vous aviez tout à fait raison. Le système westphalien a essayé de faire en sorte que la guerre ne soit pas permanente. Et comment le système westphalien a essayé de contenir la pérennité de la guerre? Eh bien, par la règle que nous connaissons bien tous, qui est l'équilibre de puissance. C'est-à-dire à partir du moment où les puissances sont équilibrées, ça devient trop dangereux de faire la guerre parce que l'incertitude est grande sur celui qui en sera le vainqueur et celui qui en sera le vaincu. Si vous risquez trop d'être vaincu, vous ne faites pas la guerre. Et le système westphalien s'est ensuite enrichi sur le plan normatif de tout un appareil de droit qui fait notre droit international public et qui organise les traités, la reconnaissance réciproque des États, bref, tout ce qui constitue l'ordinaire de l'ordre international. Ce système d'États, nations, souverains, concurrents et juxtaposés, c'est ce qu'on appelle le système westphalien, qui a été mis à mal lorsque l'Europe a dû sortir d'elle-même et rencontrer le monde d'Asie et le monde d'Afrique notamment. Merci. En ce qui concerne l'Union européenne, est-ce qu'il y a une troisième voie entre le souverainisme et l'intégration? Monsieur, vous résumez magnifiquement tout le dilemme européen. Si nous posons le problème en ces termes, je vous dis très nettement, il n'y a pas de troisième voie. Parce que la souveraineté, ça ne se découpe pas, ça ne s'hybride pas. La souveraineté, elle est totale ou elle n'est pas. C'est même ce qui fait sa marque. Donc, effectivement, entre l'addition de souveraineté ou la fusion dans une seule souveraineté, on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour un très grand homme ou une très grande femme va découvrir un nouvel ordre, une nouvelle façon de penser le politique, mais pour aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc tous ceux qui nous parlent d'une possibilité de construire l'Europe sur un modèle original ne nous disent pas, ne savent pas ce que peut être ce modèle original, et c'est pour cela que l'Europe est en crise, est profondément en crise. Elle est arrivée au bout de ses illusions. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Comment peut-on avoir une monnaie unique et une pluralité de souveraineté? Ça ne colle pas. D'où toutes les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés. Comment peut-on avoir un système normatif européen sans une communauté politique souveraine unique? Comment peut-on voter au niveau des nations, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, et décider au niveau de l'ensemble européen, c'est-à-dire à Bruxelles? Tout ça, c'est des questions simples, mais extrêmement graves, et d'autant plus graves qu'il n'y a pas de solution.
Il n'y a pas de solution. Alors quand Emmanuel Macron dit qu'il faut refonder l'Europe, il a tout à fait raison, c'est le verbe qui compte, refonder, c'est-à-dire trouver de nouveaux principes. Et peut-être entrer dans le temps de la post-souveraineté. Alors la post-souveraineté, ça ne veut pas dire la fusion complète, etc. Mais la post-souveraineté, ça veut dire poser le problème autrement qu'en termes de souveraineté. Et ça, c'est très difficile, on attend des propositions. Je n'ai jamais lu un texte qui encore aille dans le sens de la réponse à ces questions. Donc tout ce qu'on nous vend, c'est du vent. Merci beaucoup. Je vous propose de... Ah, c'est la dernière phrase, ça, tout ce qu'on nous vend, c'est du vent. Je l'avais pas visé, hein. Au mot de la fin. Merci encore. C'est un plaisir.